Les séries bivariées sont caractérisées par deux types de paramètres. D'abord, il y a les paramètres qui correspondent aux séries univariées. Donc, on va regarder les séries univariées marginales et conditionnelles et les caractériser par les paramètres du troisième chapitre, donc moyenne, variance, médiane, etc. Et après, on va examiner et décrire la relation entre les deux variables. Pour les séries marginales, essentiellement, la moyenne et la variance seront utilisées. La définition reste la même, mais on va adapter la notation au contexte bivarié. Si on a la série brute, on peut utiliser la formule standard pour la moyenne. Donc on fait la somme de toutes les valeurs xi et on divise par l'effectif total n. Pour la moyenne, il n'est pas nécessaire de modifier la notation car c'est x bar, donc on sait déjà que cela parle de la variable x. Pour la variance marginale, par contre, on va indiquer que c'est la variance marginale pour la série Sx en utilisant un indice x. Si on n'a pas la série brute, mais on a la série groupée, par exemple dans le tableau de contingence, on utilise la deuxième formule pour la moyenne. C'est-à-dire, on regarde les observations, toutes les valeurs différentes des observations pour x, et on les multiplie avec l'effectif pour cette observation. On fait la somme et de nouveau on divise par n. On sait que l'effectif pour xg est ng dot. Ng dot on trouve dans le tableau de contingence étant la somme des effectifs dans la ligne qui correspondent à la valeur xg. De même manière, on sait aussi utiliser la formule de variance pour une série groupée. Et on sait aussi faire la même chose pour la variable y. Donc on sait calculer la moyenne marginale y bar et la variance marginale sy carré. De même manière, on peut modifier les formules pour les autres paramètres du chapitre 3. On peut donc définir par exemple le mode marginal, la médiane marginale, l'écart type marginal, etc. Dans le troisième chapitre, on a montré que la moyenne est le centre de gravité de la série. Si on regarde le couple x bar, y bar, donc on regarde le couple qui reprend la moyenne de la variable x et la moyenne de la variable y, ce couple va définir le centre de gravité du nuage de points. Donc c'est le centre de gravité en deux dimensions. Pour la série bivariée taux de chômage, indice de richesse, on a marqué le centre de gravité en rouge. Les coordonnées pour ce point sont sur l'axe horizontal la moyenne de taux de chômage et sur l'axe vertical la moyenne des indices de richesse. On peut aussi définir la moyenne conditionnelle et la variance conditionnelle. Prenons d'abord la moyenne conditionnelle d'y, sachant que x est égal à xg. La distribution de y conditionnelle à x égale à xg était caractérisée par cette série conditionnelle. Donc par la série conditionnelle groupée où on a repris toutes les valeurs différentes pour y avec leur effectif. La définition de la moyenne est donc la somme de chaque valeur fois son effectif et on divise par l'effectif total pour cette série étant ng dot. C'est donc la formule de base mais avec les modifications nécessaires pour la série conditionnelle. De même manière, on va modifier la formule pour la variance conditionnelle. On a de nouveau les effectifs qui correspondent aux valeurs distinctes. On soustrait maintenant la moyenne conditionnelle et donc pas la moyenne totale. Et de nouveau, on divise par ng dot. Un exemple de l'utilité des moyennes et des écarts type conditionnels est la propriété de décomposition de la variance. Rappelons cette propriété. Si on divise une population P en K sous-populations, P1 jusqu'à Pk, et chaque sous-population a sa propre moyenne et sa propre variance, on sait à ce moment-là décomposer la variance globale dans deux parties. Il y a une partie variance dans les groupes et une partie variance entre les groupes. Et on avait illustré cette propriété en utilisant les différentes provinces de Wallonie comme sous-population pour l'indice de richesse. Les valeurs qu'on a utilisées pour faire ce calcul, donc les moyennes et les écarts types ou les variances par province, sont effectivement les moyennes conditionnelles et les écarts types conditionnels.
On pourrait utiliser le tableau de contingence aussi comme première analyse pour un lien éventuel entre les deux variables. Le tableau nous donne une indication que si l'indice de richesse augmente, il semble que le taux de chômage diminue. Donc les indices de richesse plus hauts sont souvent liés au taux de chômage assez bas. Par exemple, si l'indice se trouve entre 70 et 80, le taux de chômage se trouve entre 20 et 30. Par contre, si l'indice est entre 120 et 130, le taux de chômage est entre 5 et 15%. Si on fait des boîtes à moustaches par classe, donc on fait des boîtes à moustaches conditionnelles par classe, on sait comparer les médianes d'indices de richesse en fonction des classes de chômage. Les médianes ici sont donc des médianes conditionnelles, des médianes de l'indice de richesse, mais conditionnelles sur la classe. Et pour illustrer les moyennes conditionnelles, on pourrait faire le nuage de points et on indique par classe les observations dans une couleur différente. Toutes les observations avec un taux de chômage entre 0 et 5 sont indiquées en noir. Si le taux de chômage se trouve entre 5 et 10, la couleur est rouge, 10 à 15 en vert, etc. Pour calculer la moyenne conditionnelle de l'indice de richesse, on prend toutes les observations d'une couleur. Donc par exemple, on prend toutes les observations en rouge, on prend leur valeur indice de richesse et on fait la moyenne de ces valeurs. Cette moyenne est égale à la moyenne conditionnelle pour l'indice de richesse sur condition que le taux de chômage se trouve entre 5 et 10 et comme on voit dans le tableau, cette valeur est égale à 105,9. Pour l'analyse bivariée, on fait la distinction entre variables qualitatives ou quantitatives. Lorsqu'une des variables du couple est qualitative, l'analyse bivariée se fait à partir des moyennes et variances conditionnelles comme on a fait avant. Si toutes les deux sont quantitatives, donc x et y sont des variables quantitatives, la première chose à faire est d'analyser le diagramme de dispersion et surtout la structure et la location des points. Le diagramme de dispersion peut donner une première idée sur la variabilité des observations, sur la structure ou la relation entre les deux variables et sur le fait s'il y a des observations atypiques ou pas. La première question à se poser est de voir si le graphique est concentré ou plutôt dispersé. À gauche, on voit un diagramme avec des observations assez concentrées autour d'une ligne droite. À droite, on voit des observations qui aussi suivent la ligne droite, mais qui sont plutôt dispersées. Donc il y a une plus grande dispersion à droite qu'à gauche. Même question pour ces deux diagrammes. Les observations sont assez concentrées autour du centre, autour de 0, 0, mais on voit qu'à droite, la dispersion est de nouveau plus large qu'à gauche. La deuxième question était la question de structure. Il y a une structure entre les variables, il y a un lien entre les variables. À gauche, on voit une relation positive, c'est-à-dire si la valeur de x augmente, en moyenne, la valeur d'y augmente aussi. À droite, c'est l'inverse. Si la valeur de x augmente, en moyenne, la valeur d'y va diminuer. En plus, ici, on voit que la relation entre les deux variables est linéaire. Par contre, à gauche, on ne voit pas de structure entre les observations et à droite, ici, on voit une structure quadratique. Et finalement, est-ce qu'il y a des observations atypiques? Et pour les deux cas, la réponse est oui. À gauche, il y a quelques observations qui ne sont pas autour de la ligne. À droite, on voit des observations qui ne suivent pas la parabole, mais qui se trouvent dans la parabole.